À des milliers de kilomètres du Québec, au cœur des ruelles bruyantes, des nombreux lacs et des cafés remplis de vie, Hanoï. Une ville qui bouge, vibrante, où le passé et le présent marchent côte à côte, l'un dans l'autre. C'est ici que nous avons rencontré une jeunesse curieuse, connectée, mais aussi ancrée dans des traditions profondes. Nous sommes Luca, Louvia, Alec et Anne-Julie, étudiants en sciences humaines au Cégep de Sherbrooke. Et avec nos amis vietnamiens de l'Université d'Hanoï, Ning, Giang, An et Bao, nous avons décidé de raconter une histoire. Celle d'une jeunesse en mouvement, entre culte des ancêtres et Instagram, tenues traditionnelles et jeans, supfa et pizza, entre héritage et modernité. Un portrait intime pour mieux comprendre une jeunesse qui, comme nous, a sa place dans un monde en transformation continue. Bienvenue dans la jeunesse hanoïenne. Entre moins 111 et 1010, le territoire vietnamien est sous domination chinoise à plusieurs reprises. Cette période a une grande influence sur l'organisation politique, la culture et l'écriture du Vietnam. De 1010 à 1858, le pays est gouverné par des dynasties vietnamiennes. C'est une période d'affirmation nationale où plusieurs dynasties comme les Li, les Chang et les Nguyen dirigent le pays. Le Vietnam développe son administration, sa culture et résiste à plusieurs invasions étrangères. En 1858, la France commence la conquête du Vietnam, qui devient ensuite une colonie française jusqu'en 1954. Durant cette période coloniale, l'économie est réorganisée pour répondre aux besoins de la métropole et l'autorité française contrôle la politique et l'éducation. De 1964 à 1975, le Vietnam est plongé dans la guerre. Le conflit oppose le Nord, soutenu par l'URSS et la Chine, et le Sud, appuyé par les États-Unis. Cette guerre cause des millions de morts et se termine par la victoire du Nord et la réunification du pays en 1975. De 1954 à 1986, le nord du Vietnam adopte une économie centralisée appelée Bao Cap, qui va ensuite s'appliquer au sud après la réunification du pays, marquée par un contrôle strict de l'État, des pénuries fréquentes et une croissance économique limitée. Enfin, en 1986, le pays met en place une politique de réforme économique appelée Doi Moi, qui vise à moderniser l'économie en introduisant des éléments de marché. Ces changements permettent une ouverture vers l'extérieur et un développement économique progressif. Malgré les changements, la famille demeure un pilier fondamental de la société vietnamienne. And my grandmother always take care of the ancestor worship, but now her health is not stable, so my aunt and my mother take this responsibility. Every members in my family take place in the worship activities, but especially my parents. They buy stuff and flowers on some special day to celebrate that day, follow the ritual. That they hope that I will have good grades at school, some achievement, and can have a stable job in the future. And my parents also have a say in my career of study choices, like they give advice for me when I have difficulties in studying and some advice for the future career. My parents, they don't judge me if I get a bad grade, because it's my own life, so I have to take my own responsibilities to my education stuff. Yes, my family share the household core equally. Like my parents work for money, and me and my sister and I do the stuff in our house, like cleaning,
washing and something like that. So we go to the Temple of Leisure once a month, often in a Tate holiday. And also when a member in my family has an important exam, like the entrance exam to universities, the student, also their mother, will go there, pray for the luck, for good grades. Le Temple de la littérature, situé au cœur de Hanoï, est l'un des symboles les plus forts de la culture vietnamienne. Fondé en 1070 sous la dynastie des Lý, il est dédié à Confucius, le maître de la sagesse et de l'enseignement. Ce temple était aussi la toute première université du Vietnam, un lieu où les jeunes lettrés venaient étudier la philosophie, la littérature, mais surtout apprendre les valeurs morales et sociales. Dans la société vietnamienne traditionnelle, l'éducation ne se limite pas à l'école. C'est un pilier fondamental dans les traditions familiales. Au fil des années, notamment durant la période socialiste, plusieurs institutions éducatives se sont développées, notamment comme l'Université d'Hanoï. L'Université de Hanoï, ou ANU, fondée en 1959, est l'une des institutions les plus prestigieuses du pays pour l'apprentissage des langues étrangères. Elle est née dans un contexte historique fort, celui du Vietnam socialiste, qui venait de sortir de longues années de guerre et cherchait à se reconstruire autour de nouvelles valeurs. À cette époque, le régime socialiste met l'accent sur l'éducation, vue comme un pilier essentiel pour le développement du pays. ANU devient alors un centre clé pour former des cadres capables de communiquer à l'international, travailler avec les pays alliés et défendre les intérêts du Vietnam. L'université s'adapte aussi aux besoins du régime, en ouvrant des filières qui correspondent aux objectifs politiques et économiques, tout en restant fidèle à son rôle d'ouverture culturelle. Durant toute la période socialiste, ANU joue un rôle important dans la diplomatie culturelle et scientifique, accueillant étudiants et enseignants de pays frères, notamment d'Europe de l'Est, d'Asie et d'Afrique. Aujourd'hui, même si le Vietnam a ouvert son économie avec le Doi Moi, l'université conserve cet héritage socialiste dans son esprit. Former des citoyens engagés, conscients de leur rôle dans la société, tout en s'ouvrant au monde et en favorisant les échanges internationaux. ANU symbolise ainsi cette double ambition du Vietnam moderne, conserver ses racines historiques, tout en regardant vers l'avenir. Les jeunes étudiants de ANU côtoient ce riche bagage historique de la période socialiste, ce qui influence leur vision de l'éducation. Okay, I choose studying French because I love my major at communication with the enterprise to have an operation in events and writing. So I choose French. There's only French teaching that major in here. So I gotta choose French. I actually study communication des entreprises. Like, I really think in a really seriously way that I was studying French. I just, my domain is related to communications more than French. Like, I always know that I would love to study and work in the communications, and I think that study communications in French is, that's a good way for me to, I could study what I want, and I also could learn a new language, and it helps me a lot. I gotta work for my studies, my school fees, so I gotta take it hard, take it serious, or else I gotta waste my whole money for it if I don't perform well. What if I don't perform well? Like, I don't perform well at school. Not that like the well Asian kid. I usually just think about the money I have to charge if I fail the test, and the feeling of fail is something is not really good for me. I don't want to fail, and that's the only reason. My dream is going to
B-school teaching sometimes in English. I can have a good job, have a privileged job, and very respect with my families. Yeah, I hope my studies get me there if I take it more serious, more energy in my. For my dream career, I've always wanted to be in the field of event managing. Currently, although my study in communications of enterprise is not exactly in line with what I want to do in the future, but I believe it will provide me with good core foundation so I can build up my career as an event manager later on. Après les longues journées d'école, certains étudiants poursuivent leurs études dans des cafés ou des restaurants. On en retrouve plusieurs dans le quartier français d'Hanoï. Le quartier français de Hanoï a été construit au cours de la période coloniale, au début du 20e siècle. Sous l'administration française, la ville a profondément changé. Avec la création de larges boulevards, de villas élégantes et de bâtiments publics au style européen, ce quartier situé à l'ouest de la vieille ville incarne la volonté des Français d'imposer leur modèle urbain et culturel. Il abritait les autorités coloniales, les commerces, mais aussi des cafés, des clubs et des théâtres, lieux de vie et de loisirs pour les colons. Le contraste avec le quartier traditionnel, situé à quelques rues seulement, était saisissant. Une ville moderne, ordonnée, aux larges avenues, face à une vieille ville dense, populaire et vivante. Ce quartier français a marqué l'urbanisme de Hanoï. Même après la fin de la colonisation, en 1954, ces bâtiments sont restés des symboles du passé, mais aussi des espaces où la ville a continué à se développer. Aujourd'hui, ce quartier est un mélange unique. Il témoigne d'une histoire complexe entre domination coloniale, modernisation et identité vietnamienne. Les larges avenues, les jardins et l'architecture européenne restent une trace visible de cette époque, au cœur d'une capitale en perpétuel mouvement. C'est le cas de Minh, Anne et leurs amis qui fréquentent les cafés de ce quartier. Je viens d'ici un ou deux fois par mois et j'y viens avec mes amis pour travailler sur nos projets ou simplement discuter. My club is more female members than the men because we study communications and that is quite belong to girls more than boys. Le club de foot à mon université, il y a plus de l'homme. Et je pense que le football, c'est un sport pour les garçons. En plus de ces nombreux cafés, on y retrouve également la cathédrale Saint-Joseph, l'opéra d'Hanoï et la prison Oalo. Aussi appelée la Maison centrale, a été construite par les Français en 1896. C'était la plus grande prison d'Indochine à l'époque, utilisée pour enfermer les patriotes vietnamiens et les révolutionnaires afin de stopper les mouvements indépendantistes. Elle abritait aussi un tribunal et le siège de la police secrète. Les conditions de détention y étaient terribles. Prévue pour 500 personnes, la prison en comptait parfois plus de 2000. Après le départ des Français en 1954, la maison centrale devient la prison Oalo. Le régime vietnamien y enferme alors ses opposants politiques, ainsi que les criminels de droit commun. Pendant la guerre du Vietnam, entre 1963 et 1973, des pilotes américains sont emprisonnés ici, comme Douglas Peterson, détenu 6 ans et demi. Les Américains la surnomment alors ironiquement le Hanoi Hilton. Aujourd'hui, une grande partie du site a été transformée en centre commercial, mais une section a été préservée et transformée en musée. On y découvre des cellules reconstituées, des mannequins enchaînés et des instruments de torture, même une guillotine. Un mémorial rend enfin hommage aux prisonniers politiques vietnamiens et aux captifs américains. Malgré tout,
Les Français ont adapté la ville encore plus en adaptant certains lieux de divertissement tels que le lac Hoan Kiem. Avec l'arrivée des Français à Hanoï, la ville change profondément. Les colons transforment la capitale en une cité moderne. Larges boulevards, jardins publics et au centre, le lac Hoan Kiem. Dans cette logique de parc urbain à la parisienne, le lac devient un lieu de détente et de promenade. On y installe des bancs, on plante des arbres et les habitants comme les colons viennent y chercher un peu de fraîcheur, loin du bruit et de la chaleur. Le lac Hoan Kiem se trouve alors au cœur de l'urbanisme colonial. Entre la vieille ville vietnamienne, le célèbre quartier des 36 rues et les nouveaux quartiers administratifs et commerciaux. Il devient un point de jonction entre deux mondes. Mais à mesure que la ville s'agrandit, la pression urbaine se fait sentir. Les zones agricoles se resserrent, les plans d'eau disparaissent peu à peu, remblayés pour construire. Heureusement, certains lacs, comme celui de l'Ouest et Hoan Kiem, sont épargnés, car ils sont intégrés dans une vision d'une ville verte. Et malgré la colonisation, le lac garde une forte valeur symbolique pour les Vietnamiens. La légende de l'épée rendue au roi Leloy continue de vivre dans les esprits. Les autorités coloniales tolèrent même certains éléments culturels, histoire d'asseoir leur domination, en respectant un minimum les traditions locales. Aujourd'hui encore, Hoan Kiem reste un lieu où histoire, culture et vie quotidienne se croisent. I often visit Hoan Kiem Lake with my friends, like about 1 time a week if I have free times. And as I've said, I usually come here with my friends. We just walking around and have ice cream, jumping, talking. Like we could do whatever you want. This place is a good place to so we could spend free times and get relaxing whenever we want. I think there is a thing between boys and girl friendship, yeah, and if they don't cross the line, it's really hard to do that things. Yes, I do. I think it's not about girls and boys. It's just about human, and we have good friendship actually. Well, I don't think that I have some particular hobbies, but maybe the most thing I've done in my day that if I want is scrolling on my social media or crochet I could do some handicrafting, and that's all. Yes, I really love sports, and I can do many sports activities, especially football. I really love football, and I started playing football when I really young. And I can play some badminton, basketball, and swimming too. Yeah, I really love sports. En retraçant la chronologie du Vietnam, des dynasties anciennes aux réformes économiques récentes, en passant par la colonisation et la guerre, nous avons compris à quel point ce pays a traversé d'immenses bouleversements. Et pourtant, au cœur de tous ces changements, le Vietnam reste solidement ancré dans ses traditions, dans ses valeurs familiales, culturelles et spirituelles. Malgré les contrastes entre les jeunes hommes et femmes d'Hanoï, ils évoluent toujours côte à côte dans cette ville remplie d'histoire et de complexité. À travers nos échanges et nos observations, nous avons vu une jeunesse à la fois fière de son héritage et tournée vers l'avenir. Ils grandissent dans une ville qui change à vue d'œil entre tradition et modernité. Ils rêvent d'étudier à l'étranger, d'explorer, d'apprendre, de créer autrement. Ils sont connectés au monde, curieux, tournés vers l'international. Mais en même temps, ils restent profondément attachés à leurs racines, à la famille, aux coutumes, aux valeurs transmises depuis des générations. Cette aventure nous a permis de mieux saisir la beauté et la complexité d'un peuple, d'un pays, mais surtout de liens humains.
Allez